Bon matin tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. J'ai vécu à Montréal pour plusieurs années avant d'aller à Terre-Neuve, alors j'apprécie toujours l'excuse de pouvoir retourner et en l'été c'est encore plus bonne. Alors, on va faire la session ça va être bilingue. Il va y avoir des présentateurs en français et en anglais. Si vous avez besoin de headset, je vous encourage de les chercher. Alors, on a entendu une petite introduction, au moins les titres. Sorry, I'll switch to English. I just get in the habit of going in French when I come to Montreal. I never get a chance to practice when I'm at home. So first we have Mathieu St-Pierre, and so as part of his duties, he sits on the executive committee of the Quebec Maritime Network. He's a member of the steering committee of the France-Quebec Institute for Scientific Cooperation in support of the maritime sector, and he is co-chair of the Quebec Table on the Smart Economic Corridor. Then Martin Beaulieu, he is, as you heard, the CEO of St-Pierre and Novarium, and he is also the president of the Technopole Maritime du Québec and a member of the Regional Development Committee of Investissement Québec. And his background is a doctorate in physical chemistry of polymers, which I know nothing about, so that must be very interesting. And he was Director of Operations of Innovactive in Rimouski as well. And before that, which I thought was really interesting, was Nestle Research Center in Lausanne, Switzerland. And finally, we have Guillaum Dubreuil, and he is an expert in government and international relations. He represents a CSL group and the priorities of the Canadian bulk shipping sector to all levels of government, both in Canada and abroad. So I think you would agree we have a wide diversity of perspectives and backgrounds to this very important topic this morning. And so with that, we're just going to jump right in and see how far we can get. As I said, you all come from diverse backgrounds and different organizations. Can you tell us, though, this common theme of innovation? Why is innovation so important to your activities? And we will start on this end and we will work our way down. So, Mathieu. Alors, merci Kendra, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, la Société de développement économique du Saint-Laurent, la SODES, est une organisation NOBNL qui a pour mission de protéger et promouvoir les intérêts économiques de la communauté maritime du Québec dans une perspective de développement durable. Pour bien situer la région maritime québécoise, on va avoir une présentation ou une carte qui va pouvoir nous le démontrer. Et par la suite, vous allez pouvoir le situer de façon géographique. L'écosystème maritime québécois est formé de 3 grands secteurs, donc tout ce qui est sur mer, donc on parle des armateurs, on parle des remorqueurs, de la construction navale, tout ce qui est à quai, donc tous les ports, les communautés riveraines, mais également tous les acteurs de la chaîne logistique, les exportateurs, mais également toute la communauté de la recherche. Donc c'est l'écosystème maritime québécoise. Là, je ne sais pas si on peut voir. Et voilà. Oups. On va. Ça ne sera pas long, c'est probablement la dernière. Il n'y a pas de souci. Vas-y avec le bouton rouge. Il n'y a pas de souci. En fait, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay, c'est un tout. Il part du golfe du Saint-Laurent, donc et voilà. Donc, vous le voyez, donc tout ce qui est en blanc, le secteur maritime québécois, donc ça part du golfe jusqu'au lac Ontario, qui mène vers les Grands Lacs via les écluses. Donc, c'est 1200 km de voie navigable. C'est la plus longue voie navigable en Amérique du Nord. Et c'est ce qui permet d'atteindre le cœur du continent nord-américain par la voie la plus rapide. Donc, vous le voyez de Rotterdam à Montréal, 5817 km, versus les autres ports qui sont un petit peu plus loin. Donc, on est vraiment Montréal ou le Québec situé au cœur d'un marché économique qui est essentiel. Par contre, quand on regarde le Québec, on voit également que c'est une petite part de marché par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale, particulièrement sur le secteur maritime. Donc, l'innovation, devient un secteur de choix ou un secteur qui va nous permettre de renforcer le positionnement stratégique québécois. Lorsqu'on regarde l'économie maritime québécoise, c'est 330 entreprises, c'est 25 000 emplois, c'est 147 millions de tonnes transbordées annuellement et c'est pour des retombées économiques de plus de 5 milliards de dollars. Donc, ça fait en sorte que l'économie est bâtie autour du transport maritime. Il y a des grandes organisations qui ont choisi leur emplacement par rapport à leur proximité au port. Rio Tinto, ArcelorMittal, Alouette en sont quelques exemples. Donc, l'économie québécoise dépend du secteur maritime et pour continuer de performer ou du moins de renforcer et d'aller chercher des parts de marché,
Donc, d'augmenter le 147 millions de tonnes, c'est d'être plus compétitif, plus efficient et d'avoir une meilleure empreinte environnementale via les ressources renouvelables qui sont disponibles au Québec. Et c'est pour ça que l'innovation devient intéressante. Et plus particulièrement, dans le cadre de la dernière stratégie maritime, Avantage Saint-Laurent du gouvernement du Québec, ils ont déployé un concept qui est fort intéressant en matière de technologie, d'innovation, qui est le corridor économique intelligent, mais je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Donc, voici un petit peu l'écosystème maritime et en quoi c'est essentiel. Et vous le voyez à travers la carte, la taille en est un excellent exemple. Donc, il faut être efficace et ça passe par l'innovation. Parfait, merci. Okay, let's talk about polymer chemistry. No, I'm just kidding. Later, do that later. I'm here this morning to talk to you a little bit about Novarium, which is like the innovation hub for the blue economy based in Rimouski. Basically, we started working in the blue economy like more than 20 years ago. University in Rimouski, UQAR, has been doing that for more than 40 years. We have a National School for Marine in Rimouski dating back 75 years. So there's quite a bit of marine landscape in Rimouski nowadays. As you can see, we have a pretty strong commitment at training people, more than 1,000 students per year. A lot of R&D projects, so we are more on the side of innovation and R&D, but also Novarium is taking on board the task to translate innovation into applied businesses. I think this is key. We have to do that more and more, considering that a lot of the background of R&D in marine science is oceanography, very basic science. So we're moving more and more into applied science. More than 600 researchers and professionals in the field, and quite a few corporate partners, as Mathieu mentioned earlier. La mission de Novarium, c'est vraiment d'innover. Donc, quand Kendra disait, c'est quoi pour vous l'innovation? Bien, pour nous, c'est notre mission. Puis l'idée, bien, c'est d'amener tous les joueurs autour de la table à un moment précis en fonction de projets particuliers. Globalement, ce qu'on se rend compte, puis c'est pas seulement dans le secteur maritime, mais les universitaires travaillent en silo, les centres de recherche travaillent en silo, les entreprises travaillent en silo, les financiers travaillent en silo, pas par mauvaise volonté, mais tout le monde a des objectifs spécifiques à livrer. Nous, le rôle qu'on se donne avec Novarium, avec le coaster qu'on développe, c'est de s'assurer que ces gens-là brisent les silos, travaillent ensemble. Et sur d'autres thèmes dont on va parler tantôt, on se rend compte que la recherche d'aujourd'hui va être les solutions de demain pour nos entreprises et que nos centres de recherche locaux permettent vraiment d'adapter certaines innovations, tout secteur confondu, avec les partenaires industriels. Donc, c'est important de garder vraiment ce discours-là, cette communication-là entre les parties prenantes. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est un peu des traducteurs de l'innovation. Un autre point qui est extrêmement important, ce mandat qu'on s'est donné, bien, c'est d'accélérer l'innovation. Donc, on parle beaucoup de start-up. Présentement, à Montréal, là, il y a Startup Fest qui démarre. Les solutions sont souvent dans des petites entreprises. Et nous, on s'est donné comme mandat de supporter et d'accélérer ces entreprises-là pour les amener le plus rapidement vers le marché, vers les applications, dans une approche « don't do it perfect, just do it ». Souvent, les scientifiques, j'en ai déjà été un, on essaie de travailler sur la solution idéale en fonction de notre cahier des charges et on se rend compte que globalement, la solution n'est pas idéale pour le client ou le partenaire d'application. Donc, on essaie aussi de briser cette approche-là pour faire de l'application le plus proche possible. Down the road, what we're working on that field is the potential for growth is very big. We have a steady increase in the field, in the awareness of the field, and we really have to be part of that business for the next 10 years minimum. Bonjour à tous. Merci évidemment d'être là. Canada Steamship Lines, j'aime souvent dire, est la plus grande petite multinationale dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler. Nous sommes une entreprise basée ici même à Montréal et nous opérons une flotte de navires, mais un peu partout dans le monde.
So we actually date back or trace our roots back to 1845, a few years before the Canadian Confederation, when our ancestor company was operating just a few steamships. You can get the link with the name here, a few steamships on various rivers, including the Richelieu River. And then through mergers and acquisitions and natural growth, in 1911, we became the company we are today, Canada Steamship Lines. And still today, we operate an important fleet of bulk carrying ships on the St. Lawrence and the Great Lakes. Mathieu was giving us a great map a bit earlier and telling us about the importance of the St. Lawrence Seaway. That is the seaway that we use the most for our Canadian fleet, but we are also active on the eastern and western seaboard of North and South America. We do have a fleet of ships that is active in Europe. We have a fleet, actually the largest marine transportation fleet in Australia, and we have recently started some operations in Africa as well. And all of this is managed and is owned right here in Montreal. Now, what does innovation mean for us at CSL? It's simple. It is our competitive edge. It is the reason that we have survived so long. It is the reason that we are able to do what we do. And it starts with our ships. You will notice this is the anatomy of a CSL self-unloader. What is a self-unloader? The name pretty much says it all, right? It is a ship that doesn't require any portside infrastructure to be able to deliver the goods. So, as you can see here, we transport dry bulk goods, things like sand, salt, cement, construction aggregates, and grain, and we put that directly in the cargo hold of our ships. Now, when we get to a port, obviously, when you have a normal ship or when you have a traditional bulker ship, that ship needs to be emptied with a crane, which is a long and arduous process. With our ships, we have a self-unloader technology that has conveyor belts that runs along all of the bottom of the ship and lifts basically the cargo onto this boom arm, allowing us to discharge the ship very quickly and very efficiently. What does that mean? That means that our ship does not sit idle in a port being discharged with its motors running for very long. It can come in, discharge, and move along, which means that the environmental impact is much lower than many other types of ships. It also means that we can do many more trips in a season than many other types of ships, which means that we are necessarily more competitive. And this really has been the backbone of innovation for CSL. Now, we've built on that, and we've been able to create more innovation, more structure, and push the limits a little bit further in many different ways, and we'll be able to talk about them throughout the next hour. But really, it starts with the ship, the design of the ships, and the environmental consideration that we bring to that. Great. So you've all talked about the importance of innovation. So what makes innovation successful in your organization? Because supercluster experience as innovation is hard. Getting investment in innovation is hard. Being set up for success as an innovation team, also hard. So what is making that work for you in your organization? And this time we'll start in the middle with you, Martin. First, it has to be business decision. And you have to manage it as any other function in your business. I think innovation is as important as finance, for example. Very often we're talking about the cost of innovation, but for us, pretty sure there's a cost of not investing in innovation, and this is critical, especially for the topic of today. Basically, port authorities are investing for the next decades. You know, their infrastructure will be functional for the next 50 years, for example. If you don't do it properly, if you do it as you used to do 20 years ago, those infrastructure won't be relevant in 50 years' time. So innovation is key for those investments. Same for ship owners, you know, depending on the type of vessel, you know, you operate those ships for decades. So a good idea or a bad idea could be part of your daily operation for a very long time. So this is where innovation is really key in our case. On the top of that, and this is where Novarium and the Research Center are part of the solution, Guillaum was very clear about, you know, measure advantages
of their technology. You need people to measure that. And very often, you guesstimate the return on investment of the innovation. You bring innovation which are not, I would say, top of the class by lack of information or analysis. So basically, research partners and R&D centers are key to measure the impact of your innovation and bring metrics to justify why you're investing in innovation. Au-delà de ça, il faut vraiment s'assurer que l'innovation, c'est pas juste un mot qui est galvaudé. L'innovation, elle est partout. Je pense que la conférence de Montréal a innové pour pouvoir présenter cette année. Donc, c'est plus dans une approche old dog, new trick. C'est faire des choses qu'on faisait, mais différemment. Challenger le statu quo. Et ça, l'industrie maritime, même si c'est une industrie qui est plus conservatrice, l'a toujours fait. Toujours questionné, toujours challengé, toujours documenté pour aller plus loin parce que, justement, ils font des investissements sur du très, très long terme. Donc, l'importance de cette intelligence-là, l'innovation, est critique. Et il ne faut pas oublier que l'innovation, maintenant, est beaucoup plus basée sur une approche holistique. Innovation, avant, je faisais la blague de Polymer Science, c'était très scientifique, laboratoire, génie. Il ne faut pas oublier maintenant qu'il faut coordonner l'innovation, mais sur une base des sciences sociales. L'acceptabilité sociale, l'intégration des parties prenantes, former différemment les gens, s'assurer qu'ils adoptent des meilleures pratiques. Donc, social science nowadays is critical in innovation. We have to keep that on board. And basically, we're struggling to get good resources, and those resources are sensitive to what the stakeholders are putting forward regarding social science. So just keep that in mind. This has to be a little bit more holistic regarding innovation nowadays. Absolutely, I love this, and I'll build on everything that Martin just said. He actually set me up for exactly my points. So this is very good teamwork here. I was saying, obviously, innovation has to be at the core of everything we do. I was mentioning it earlier. It is our competitive edge. It has always been. So for us, it is one of the core values that we have at CSL. And as Martin was mentioning, the cost of not innovating is so much greater than the cost of even innovating and sometimes getting it wrong, because you do go down some paths and you do try things, and not everything's going to work out. And I think we need to be, we need to be very honest about that. But ultimately, the cost of not trying new things, of not trying to be as competitive, as responsible as we can, attracting the top talents, is much greater than anything else. So here are some of the examples that we've put in place at CSL in terms of innovation and what the impacts and the results have been. So for instance, we take safety extremely seriously, and there is a huge part of innovation in safety, especially on ships. Now, you may think that having a fire on a ship is not a huge deal. It's surrounded by water. But it actually is. A ship is made up of a wide array of extremely enclosed spaces. There are multiple flammable materials on board a ship. There is obviously a fuel source and the like. So this is the kind of thing that we want to prevent at all costs. And of course, there's also the safety of our personnel working on board. So we have installed infrared cameras on all of the critical components of our ships. So anything that has a pulley, anything that has a gear, anything that has a moving type of machinery will have an infrared camera pointed on it. And what the infrared camera does is that as soon as a piece of equipment starts to overheat for any type of reason, or starts to behave differently than it should, creating that extra heat, it pops up on the camera, and we have an AI that alerts us to this. So that acts as an alarm where we can act way before that piece becomes problematic. So what that does is, of course, the ultimate objective is fire prevention, but it also means that our maintenance costs are much lower, because we don't wait for parts to break. We can see when they are starting to degrade much earlier on in the process.
It also means that our seafarers feel a lot safer working on board our ships because they know that this system is in place. So before they go work somewhere else, before they start to look for another job, they think about that, and that is a consideration as well. So that helps with our seafarer and our employee retention. So these are all of the different aspects for that particular type of innovation. But of course, and Martin was also mentioning this, the social license to operate is a key factor. And so we want to make sure that we innovate in the way that we put in place different measures to ensure that our operations are as environmentally friendly as possible, but also in how we communicate that. That's why we've had, for instance, an ESG and a sustainability report for now 9 years at CSL. Even though we are a privately owned company, even though we have no external shareholders, all of this, we just want to make sure that all of the communities where we work, all of the people that we work with are aware of what it is that we do and what measures specifically we're putting in place. L'industrie maritime fait partie d'une chaîne. On entend de plus en plus parler, la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'on n'a jamais entendu autant parler que dans les dernières années. Donc, c'est un maillon de cette chaîne-là. Sachant que 80% de toute la marchandise qui transite à travers le monde transite par navire, ça devient essentiel d'innover, d'être efficace et d'être performant, mais surtout d'être performant sur l'aspect, mes collègues l'ont mentionné sur le plan environnemental, mais également sur le plan social. Donc, ça devient essentiel d'avoir une vision générale de l'innovation dans le secteur des transports. Au Québec, on l'a vu sur la carte, on est une petite section de l'Amérique du Nord, mais on a un réseau logistique qui est interconnecté. On a un réseau routier qui est connecté autant avec l'Ontario, province atlantique, que les États-Unis. On a également 5 frontières québécoises qui nous permettent d'accéder au continent américain. On a un réseau ferroviaire qui est interconnecté et qui couvre l'ensemble de l'Amérique du Nord. Puis on a 3 aéroports qui nous permettent autant d'entrer et sortir de la marchandise. Donc, l'innovation dans le secteur maritime va affecter assurément le secteur du transport routier et le secteur du transport ferroviaire et vice-versa. Lorsqu'on regarde les innovations effectuées dans le transport routier, dans le transport ferroviaire des dernières années, il faut assurer également une transition vers le transport maritime pour maximiser l'efficacité et surtout la fluidité de cette chaîne logistique-là. L'un ne doit pas évoluer plus vite que l'autre, ou l'autre, s'il évolue plus vite si le routier, par exemple, évolue plus vite le maritime, mais le routier doit agir en champion et tirer vers le haut le maritime et vice-versa. Donc, les ports deviennent le lieu de rassemblement de ces 3 modes de transport-là. Ils deviennent un centre d'innovation potentielle ou à perspective quasi illimitée. Donc, lorsqu'on regarde l'innovation dans le secteur maritime, et on est chanceux avec le gouvernement du Québec, ils croient, ils investissent également dans le secteur maritime avec une stratégie maritime dédiée. L'une des seules provinces au Québec à avoir une stratégie maritime dédiée. Donc, on le voit. Donc, ils investissent dans des infrastructures, Martin l'a mentionné tantôt, qui sont excessivement vieillissantes, qui ne sont pas nécessairement adaptées aux technologies d'aujourd'hui, mais également au changement climatique. Donc, la résilience de ces infrastructures-là devient essentielle et le support du gouvernement, autant du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, devient la clé. Donc, c'est des investissements qui sont excessivement massifs. Lorsqu'on pense, entre autres, à Montréal avec le nouveau terminal à Contrecœur, lorsqu'on parle à Trois-Rivières avec le terminal 21, où Trois-Rivières est un marché particulier parce que lui, c'est du marché régional. Donc, c'est les entreprises régionales de la Mauricie, du centre du Québec qui en dépendent. Québec, même chose, des infrastructures qui sont vieillissantes. Donc, on voit que les gouvernements y croient et y investissent et les administrations portuaires, même chose. Lorsqu'on arrive dans les armateurs, ce qui est sur l'eau, Guillaum l'a mentionné, je vais le passer rapidement, mais c'est de l'innovation également, oui, au niveau de l'empreinte carbone par des normes internationales, mais c'est également de l'évolution, de la requalification de compétences qui viennent avec ça. Donc, on a beau avoir les outils intelligents, les meilleurs outils intelligents, si on n'a pas une main-d'œuvre qui est intelligente ou qui est capable de profiter ou de maximiser l'utilisation de ces outils-là, on va atteindre une limitation dans le potentiel. Donc, lorsqu'on voit l'industrie maritime, il faut le voir comme un tout. Et c'est la même chose à ceux qui construisent et déconstruisent les infrastructures. Pomerleau en est probablement un bel exemple.
lorsqu'ils déconstruisent des infrastructures, ils utilisent le secteur maritime. Oui, parce que c'est en termes de marchandises, c'est ce qui concerne le plus, mais également en termes environnementaux. Les gens l'oublient. Le secteur maritime est le mode de transport le plus environnemental. Pour un navire, on transporte, et là je veux juste être certain des chiffres, pour un navire qui navigue sur le Saint-Laurent, c'est l'équivalent en termes de marchandises de 301 wagons et de 963 camions. Par exemple, lorsque Pomerleau a démantelé le pont Champlain, s'il l'avait fait par voie routière, mais pour la quantité d'un navire, mais c'était 963 camions sur la 20. Donc, ça a également un impact sur l'empreinte environnementale, mais c'est également les nouvelles façons de faire. Donc, comment on démantèle un pont au-dessus de l'eau en préservant l'écosystème, bien entendu, mais en maximisant l'utilisation du transport maritime. Donc, c'est cette tangente-là qu'il faut prendre. Et le gouvernement fédéral est un peu dans cette mouvance avec le Fonds national des corridors commerciaux, où il voit le potentiel du commerce intérieur, que ce soit de l'axe Saint-Laurent-Grand Lac, mais également avec le commerce avec les Américains. Donc, au Québec, environ 20% de ce qu'on exporte aux États-Unis est fait par voie maritime. Donc, les infrastructures doivent être adaptées pour permettre, entre autres, d'accueillir les nouveaux navires de CSL, mais également de permettre d'accueillir des navires qui permettent du roll-in, roll-out, donc du chargement routier, déchargement routier. Donc, il faut des infrastructures sont adaptées autant d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc, c'est la collaboration dans l'innovation est essentielle et l'innovation dans le secteur maritime doit être privilégiée et on va le voir là, à travers tout ce qui se passe dans le contexte économique. L'efficacité du transport maritime québécois va passer par l'innovation. If I may add, what is very interesting to what you said, more than 900 trucks for one ship. Keep in mind, this is more than 900 drivers for one crew of 20, 25. So part of our labor shortage may be solved by ship operations. So just keep that in mind as well. Awesome. So lots of great themes there. I heard you need to think about not only the cost of innovating, but the cost of not innovating, which is incredibly important. The need for collaboration, the need for social license, and considering social sciences. So lots of reasons why you need to make it a priority. And it sounds like you've put some really interesting things in place to make it successful within your organization. So let's dig deeper. We're here. We're talking about net zero. We heard from Mathieu that yes, shipping is, first of all, the majority of our goods are moving by ships. Second of all, it is the most efficient way to move our goods, and yet still under tremendous pressure, I think, to be able to reduce greenhouse gas emissions. So I can guess the answer to this question already, but is your organization focused on reducing greenhouse gas emissions, and how does innovation play into that journey? And we'll start down the end with you, Guillaum. Certainly, and there's certainly a lot to unpack there. But I'd just be curious. We're in a fairly small room, and I can kind of see most of you, despite the spots in my eyes. Who here actually thought that shipping was the most efficient and the lowest GHG producing mode of transport? And who felt that it was probably one of the more polluting ways to transport goods? We have nobody's. Right. Okay. Yeah. No, everybody's too shy. That's fine. That's good, because usually there is a significant portion of people who certainly feel that it is and have an image about the shipping sector. But and I think this is why panels like this are so important, so we can dispel some of those ideas. And some of those impressions. So the first thing is it starts with cohabitation with the ecosystem. As a shipping company, especially a shipping company that operates on the St. Lawrence and the Great Lakes, we understand and we firmly believe that we are borrowing the waterways. This is not waterways that belong to us. These are not waterways that we own or that the government owns. This is part of the land, and we are
borrowing them. So our objective is obviously to minimize our impact with these ecosystems. That's why we've recently, and we've put in place a number of efforts to reduce noise on our ships. But we've recently launched a ship in particular, a newly built ship that is the quietest ship that is currently in operation in Canada. And this ship has all of the equipment, for instance, has been put on noise dampeners, which are basically like rubber pads. So even when there's vibration, that vibration doesn't hit the hull, which means that it doesn't cause a lot of noise disruption. Obviously, that is good for the marine mammals that we encounter along our path. So we don't disrupt their ecosystem. But it goes a lot further than that. And I'm going to say one of our main focuses remains on decarbonization and GHG reduction. And I'd like to talk about one of the key elements, one of the key trials that we've put in place recently. So we are the shipping company that has performed the largest scale biodiesel tests in the world. So we started off 3 years ago where we tested a blend which was made of 30% renewable biodiesel and 70% fossil fuels. We tested that in our engines. We were satisfied with those tests. We slowly increased to working to 100% biodiesel. And as we speak today, we have half of our Canadian fleet, so 8 ships, that is working entirely on 100% renewable biodiesel in the Great Lakes. And what that does is, or I should start with, this fuel is actually made from non-edible food byproducts. So it doesn't affect the food chain. It doesn't contribute to rising costs. It is actually byproduct that would go to composting or that would actually be a problem for farmers to deal with. We take that, we refine it into a next generation or generation 2 biodiesel. And we have been able to use that on our ships. The impacts of that is that last year when we did the first full run of these tests, again on 8 ships, we were able to replace 14,000 tons, so that's about 17 million liters of fossil fuel with 100% renewable biodiesel. It also allowed us to cut out about 70,000 tons of GHG in the atmosphere. So these are huge results. We're extremely proud of that. Just to give you an idea, that means that over the life cycle of this fuel, we were able to reduce our carbon footprint by over 80%. We are extremely proud of these results. But there's a but. And you'll see me coming. I was saying innovation is, of course, part of our competitive story. However, the use of this biodiesel at this point does not allow us to be competitive. This is a biodiesel that costs about 4 times as much as fossil fuel. And our competitors are still all using fossil fuel. So we're in a situation where we want to do the right thing, but we do need the right types of programs, we need the right types of incentives to be put in place, and we need basically all of the sector to be following in those footsteps and to be getting on that ship, to make a very bad pun, getting on the ship with us and sailing towards a net zero shipping company future in Canada. Awesome. Mathieu? La décarbonation du secteur maritime est prioritaire, mais ce ne doit pas être la seule priorité. Guillaume le soulevait tantôt, la protection des écosystèmes, la relation avec les communautés sont des éléments qui sont majeurs. Tout ce qui entre dans le concept ESG qu'on entend de plus en plus parler, le secteur maritime n'y échappera pas. On le voit particulièrement là, dans l'histoire récente au Québec. L'enjeu avec les communautés devient un défi qui est excessivement important. Par contre, la décarbonation est l'enjeu de l'heure. Oui, il y a des orientations mondiales qui y sont associées. On sent également une pression de la part des clients, des gouvernements, mais également de la population pour faire mieux et plus vite. Je vous l'ai mentionné tantôt, les ports sont le lieu de réunion des 3 modes de transport, que ce soit maritime, ferroviaire ou routier. Donc, les ports sont un excellent vecteur ou un excellent leader dans cette transition énergétique-là. À différents niveaux. Donc, les ports sont pour les armateurs, entre autres, un lieu de ravitaillement. Même chose pour le train et le routier dans certains cas. Donc, la disponibilité
devient un élément essentiel. On l'a vu, CSL font des tests dans des régions géographiques bien particulières, mais lorsqu'on regarde des armateurs internationaux qui font, par exemple, la côte est ou ouest africaine versus le continent nord-américain, mais la disponibilité de ce biocarburant-là ou de cette bioénergie-là doit être disponible de part et d'autre pour assurer une certaine viabilité de la navigation. En ce sens-là, le gouvernement du Québec, avec la SODES, on préside un comité qui s'appelle le Forum de concertation sur le transport maritime. Donc, c'est le ministre des Transports québécois qui le préside avec la SODES, notre organisation. Et on a mis en place un sous-comité sur la décarbonation qui vise justement, entre autres, à s'assurer d'une production, d'un approvisionnement et d'une distribution efficace sur l'ensemble du territoire québécois, mais également de permettre une meilleure compréhension pour le gouvernement de ce qui est nécessaire, des étapes requises pour assurer cette distribution et cet approvisionnement-là sur l'ensemble du territoire. L'accessibilité n'est pas la même à Montréal qu'à Sept-Îles, par exemple. Donc, pourtant, on a des navires qui le font de façon régulière. Donc, on doit s'assurer d'avoir une vision d'ensemble et que l'ensemble des acteurs y adhèrent. On voit une tendance, on voit des tendances dans le secteur maritime au niveau de la décarbonation qui nous laisse croire qu'elle sera en 3 étapes, court, moyen et long terme. Au niveau du court terme, on voit apparaître, entre autres via CSL, qui en est un bel exemple, l'utilisation en période de test de biocarburants ou de bioénergie. On le voit en Europe, l'électricité, le retour des voiles, l'ammoniac à certains niveaux, considérant l'enjeu de RPM, mais on voit certains biocarburants ou bioénergie être en phase de test. Mais le gain en termes environnementaux au niveau de la décarbonation va être sur le plan technologique. À moyen terme, ceux qui ont fait des phases de test dans le court terme vont aller dans de l'énergie de transition à plus grand déploiement et on va voir le résultat clair du déploiement technologique de la première phase et on va voir cette complémentarité ou cette interconnexion commencer à travers les modes de transport pour arriver à long terme à une chaîne logistique qui est quasi décarbonée et entièrement technologique. Donc, on voit les 3 étapes se dessiner et le Québec n'en fera pas exception. Par contre, le Québec, là où il est, on peut le dire exceptionnel, c'est au niveau de la disponibilité des ressources renouvelables. Donc, l'hydroélectricité devient un excellent exemple, particulièrement pour les bornes électriques à quai, mais également pour la production de bioénergie verte. Donc, le Québec se positionne avantageusement bien pour devenir un corridor vert. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que le port de Montréal avec le port d'Anvers ont signé des ententes de collaboration sur le Green Corridor, où on voit des échanges de partenariats, des échanges de collaboration, même chose au niveau des échanges de technologies. Donc, c'est ce qui se dessine. Donc, la décarbonation, oui, elle est essentielle, oui, elle est prioritaire sur le plan réglementaire, mais sur le plan environnemental, mais les gains à court terme et à moyen terme vont se faire sur le plan technologique. Oh, Martin. Yeah, in our case, we're looking at it more, I would say, with a global scope. In our case, ecosystems, because we're discussing about biofuel and different approaches, but basically, this is all connected to climate change and preservation of ecosystems. And this is where Novarium is intervening on that part of the issue. Basically, lobster fishermen or snow crab fishermen, if they have a problem with one case, losing it, injuring a whale, they will have to slow down their speed to 10 knots. So everything is connected, the same with cruise ships. So the research we are working on today and the startups we are fostering today are aiming at helping the entire ecosystem, the ports authorities, the ship operators or the ship owners, and the fishermen and the ecosystem. You have to keep in mind that, and I like what you said, you don't own the seaway. You're just part of the ecosystem, living around it. And I think this is the way forward for development in long term. Of course, we are a little bit more crazy than the usual business guys. So we're looking a little bit more at hydrogen, cell, propelling. There's in France, Pôle Finistère, course au large,
propelling regular ship with cells. So we are thinking a little bit more out of the box, a little bit more crazy. But as Guillaum mentioned earlier, this is, I wouldn't say a race, but this is something difficult to explain to a businessman, but we will try maybe 10 solutions, and out of that, only 2 will prevail. But we have to give it a trial. We have to be pragmatic. You know, we don't have to chase the rabbit hole. If we think this technology is not working, we will pull the plug on it or shelf it. But what is critical is do it properly with the best possible partners, and to document what we are doing. Because solution not viable today may be the best possible solution in 5-10 years time. And we ought to document what we are doing, and we have to engage discussion with the partners, because sometimes the angle we need to bring a technology to life is coming from the business partners, because they have a different perspective. So this is key. Regardant les écosystèmes, on a une initiative chez nous qui s'appelle Mars, qui regroupe les armateurs, dont CSL, et Guillaum parlait tantôt du bruit des bateaux, les bateaux silencieux. Maintenant, au large de Rimouski, il y a un banc d'essai qui permet vraiment de mesurer puis il va falloir inventer un prix, là, on va pas, le nouvel cam au pommeau d'or du bateau silencieux, où les bateaux parlent. Si on avait 4 hydrophones à 300 mètres de profondeur, on mesure la signature acoustique des bateaux. Et ça, c'est reproductible, donc ça permet même en temps réel d'avoir des équipes qui sont sur les bateaux et qui font des ajustements pour s'assurer que le bruit va impacter le moins possible les mammifères marins et les écosystèmes. Mais on revient encore dans la même approche dont je vous parlais, de travailler ensemble. Dans ce projet-là, évidemment, on a Transport Canada, on a les armateurs, on a l'Université du Québec à Rimouski, on a Innovation Maritime, qui est un centre collégial de transfert technologique, mais on a aussi une PME, qui est multiélectronique OPDAC. Et l'importance de monter ces projets-là collaboratifs est essentielle, parce qu'encore une fois, l'intérêt d'une PME comme OPDAC peut différer des besoins réels d'une entreprise comme CSL. Donc, c'est important de garder le discours autour de ça. Donc, cette agilité-là dans l'innovation est critique, et je pense que le cluster présentement est unique au niveau maritime au Québec, parce que on a ce discours-là, on se rencontre sur une base régulière. On était ensemble au mois d'avril aux Assises maritimes, on était à Collision à Toronto la semaine dernière. Donc, on se rend compte que l'industrie maritime, incluant les sciences de la vie, on parle moins des biotechnologies marines aujourd'hui, mais ça fait partie aussi de l'écosystème global que nous on regarde, est vraiment présente, se développe. Puis, on va faire aussi des partenariats qu'on fait avec Ocean Supercluster dans les maritimes sur la côte ouest. Je pense que le Québec et le Canada sont bien placés présentement sur ces initiatives-là. Oh. Okay, time is flying by. We have just over 10 minutes. There's a couple questions I'd like to ask, so we will see if we can get through the next questions sort of 2 minutes each. If we can't, we will only get one question done. So this is the challenge for you. So we talked about net zero and environment. I think we all have examples of experiencing the supply chain challenges over the last couple of years, and they just seem to keep coming. I know for me, it took us over a year to get our fridge, and there's lots of examples like that. So the innovations that you've been talking about, are they also helping to tackle some of these supply chain resilience issues? You talked about sort of integration across the supply chain, for example, or are there other things that you're focused on really trying to build up the resilience of our supply chain? And we're going to come back and start with you, Mathieu, on this end. Merci. La chaîne logistique est effectivement est grandement sollicitée. Puis selon un sondage réalisé par Manufacturiers Exportateurs, 90% des exportateurs du Québec subissent des problèmes d'approvisionnement à différents niveaux. 60% des 90 sont de niveau excessivement sévère. Donc, ça l'a amené ces organisations-là à revoir l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, de revoir également leur gestion d'inventaire. Conséquence, c'est hausse de coûts, mais c'est également un enjeu d'espace d'entreposage.
Donc, le gouvernement fédéral, actuellement, avec le ministre Algabra, le ministre fédéral des Transports, ont mis en place une table pour justement valider la résilience de la chaîne, mais également trouver des solutions à court terme. Et avec des partenaires que nous avons, Cargo-M, Manufacturier Exportateur du Québec, et nous, on a suggéré des solutions qui permettent, oui, de venir pallier aux enjeux actuels. Mais nous, on croit que les enjeux actuels ne sont pas simplement circonstanciels dus à la pandémie, mais c'est des enjeux qui peuvent se répéter dans le temps, tout dépendant que la situation, ça peut être la situation politique mondiale, ça peut être une récession, ça peut être une autre pandémie qui met à mal la chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut être capable de prévoir aujourd'hui les enjeux de demain pour être en mesure de pallier les coûts et d'être en mesure d'ajuster cette chaîne logistique-là assez rapidement. Oui, elle est résiliente, mais on voit là, que cette résilience-là a une certaine limite, donc il faut l'améliorer. Donc, dans les solutions, développer des centres de transbordement le long du Saint-Laurent va devenir la clé. Selon nous, l'investissement massif dans les infrastructures maritimes, ferroviaires et routières, on en a parlé au départ. Oui, le prochain défi ou le prochain choc de la chaîne d'approvisionnement risque d'être lié au changement climatique. Donc, pourquoi ne pas investir dès maintenant massivement pour les préparer, les rendre plus résilientes et plus adaptées? On a également toute l'utilisation de la donnée stratégique. On parlait un petit peu plus tôt du corridor intelligent. Donc, comment maximiser l'utilisation de la donnée pour améliorer ou développer des outils technologiques d'intelligence artificielle, d'automatisation, mais également des outils de la décision. Ça l'amène une meilleure main-d'œuvre ou une main-d'œuvre mieux formée, mieux qualifiée pour permettre d'utiliser le plein potentiel, mais également, puis comme Novarium le promouvoit, il le fait très bien, de tester en entreprise ces solutions-là et d'en faire des modèles pour démontrer la faisabilité des solutions technologiques. Donc, c'est des exemples qui, selon nous, va permettre d'ajuster la chaîne logistique, de la rendre encore plus efficace rapidement, mais de parer les coûts à venir là, dans les prochaines années. Donc, rapidement, j'espère, Martin. T'as pris tes 2 minutes. C'est clair que le just-in-time, là, qui était on regardait les modèles financiers, manufacturiers, c'était comme la seule façon de faire. Ça, on ne peut plus. On est vraiment dans une approche différente qui demande de changer les modèles d'affaires. Having said that, I was talking earlier about social science. We're getting more and more pressure to, work on shorter circuit for sourcing, for example. As you were mentioning, to work the St. Lawrence River as a global port of entry could be interesting because you enable other projects. Supply chain should also include ground transportation. I think we are, again, I was talking earlier about working in silos, maritime, rail, ground transportation. We have to work all together. We have to figure out how to gather data together and how to use that data together. I think the peer is working on it in Halifax with CN and Microsoft, for example. We are there. We're doing some AI in Montreal. We have the port authorities. We have the ship operators already working together. So I think this is what we have to bring on the table for the future of the supply chain management. Having said that, I'm not sure we will go back pre-COVID regarding operation model. So there's business opportunities there. And this is what we're trying to foster, how can we bring new business venture to manage that data, new model for supply chain management or supply chain operation. So there's quite a lot of business opportunities out of that if we just reinvent those supply chain approaches in the future. So I think this is difficult now to wait for your favorite bottle of wine not being there or part of your kid's toy not being there. But down the road, this will, I think, bring us to a more sustainable model for supply chain management. Great. Guillaume?
The first thing I'll mention is, I just want to reiterate that CSL carries dry bulk goods and not refrigerators nor bottles of wine. Just going to put that out there. Then I'm going to say, and obviously I agree with my esteemed colleagues here on stage, I think there's innovation becomes a key to having more resilient supply chains in a number of ways. The collaboration aspect needs to be there. Having smarter shipping corridors needs to be part of it. Internally, as a company, we've also tried to optimize our operations to make sure that we can be just a little bit more efficient. So we've installed a number of sensors on our ships and having a variety of trackers that allows us to make sure that, if we need to be at a port in such a window, the tide is coming in at such a time and the wind is blowing in this, we can optimize the speed of the ship to make sure that we meet that window. So that does two things. In certain cases, we're going to need to slow down, which saves on fuel. Certain cases, we're going to need to speed up slightly, which makes it such that we arrive in the right window. So these are all the types of solutions that can be put in place by the sector. And the other thing is, as we go and as we develop alternative fuels, for instance, we are going also to have a diversity in fuel sources, which helps with the resiliency of the supply chain. Because, and I'm coming back to my biodiesel example, the biodiesel that we use is a drop-in fuel. So what does that mean? It means that it mixes perfectly with fossil diesel. So if on a given day we can't get the biodiesel that we need, we can we don't like to, but we can revert to using some fossil diesel. We can mix those two more easily. So that means that there's just a wider array. So when there are some global conflicts going on or problematic situations, and the price of one goes up, hopefully the price of the other doesn't necessarily follow suit so quickly. So I think some of those solutions, but really those are all based around the fact that we need to collaborate as a sector. Je m'excuse, Sandra, je suis un petit peu indiscipliné, je m'excuse, puis je le couperai sous ma conclusion, il n'y a pas de souci. Mais Martin a mentionné un point intéressant sur le just-in-time. Ouais. Et là, tu es vraiment surpris que j'ai dit quelque chose d'intéressant. Non, c'est pas ça. Mais le just-in-time, c'est un concept qui, effectivement, est mis à mal dans les dernières années, puis on le voit actuellement qui est vraiment plus un concept qui est à jour. On doit plutôt parler de just-in-transit, donc s'assurer que la marchandise soit toujours en mouvement et éviter des situations comme on le voit dans l'Ouest américain actuellement, où de nombreux navires sont accostés au large en attente d'être déchargés. C'est une situation qui est problématique. Donc, comment s'assurer de passer du just-in-time à just-in-transit? Puis, je pense que le Québec est encore bien positionné pour le faire. Puis on parle d'innovation, on parle de transition verte, mais c'est l'une des transitions, le changement ou l'évolution d'un concept à l'autre qui va devenir essentiel. Comme comptable, j'ai toujours appris la just-in-time method, alors c'est intéressant de voir le changement. Alors, 20 secondes chacun. Conclusion, une innovation le plus importante dans les prochaines 2 années. Martin. L'innovation la plus importante, c'est le lien de l'économie bleue, l'économie verte et l'économie de technologie de l'information. Je pense que c'est là qu'on va. Next step for us is Innovation Zone, as labeled by Government of Quebec, hopefully by the end of the year. And globally, keep working with all the stakeholders of the marine industry. Awesome. Guillaum. I'm going to be indisciplined here and change it around a bit. And instead of talking about the most important innovation, I'm going to talk about our objective. Our objective is with the right programs and incentives, we aim to be the first completely carbon neutral marine shipping fleet in the world right here in Canada and to lead the way internationally. Great. Mathieu. J'ai déjà l'affaire rapide, corridor intelligent. Donc, comment favoriser la gestion de données que chacune des organisations a pour en faire un centre de données partagé. Donc, ça sera les priorités à court terme. Well done. 6 seconds left. Thank you all so very much for your presentation. I could continue. This is fascinating, but thank you all so much, and thank you for joining us. All right. Merci. Merci.